attaque le grand débat de cette émission ETF. Régis Jancovici toujours avec nous et qui est d'ailleurs à mes côtés, magie de la télévision. Bienvenue à mes côtés, Régis, et nos invités en plateau, Anthony Calci. Bonjour Anthony. Bonjour Vincent. Vous êtes fondateur du cabinet Calci Patrimoine, et Frédéric Apollonio. Bonjour Frédéric. Bonjour Vincent. Vous êtes fondateur de Fiducia Assurance et Patrimoine. Alors on va parler du PEA, des ETF dans le cadre du PEA, mais avant cela, un petit mot de vos cabinets respectifs. Calci tout d'abord. Oui, bien sûr. Donc fondateur du cabinet Calci Patrimoine. Je suis conseiller en gestion de patrimoine. J'ai la particularité d'écrire de nombreux articles sur le site de mon cabinet et d'essayer d'apporter une vision moderne et innovante de mon métier. Parce que comme ça se voit un petit peu, je suis un jeune CGP par rapport à la moyenne de mes confrères. Et ce qui est très moderne, c'est de venir ici aussi sur le plateau de l'émission ETF. Frédéric. Oui, alors moi je suis également fondateur d'un cabinet de gestion de patrimoine spécialisé. Esprit d'entreprise dans la profession, c'est bien. C'est pas une mauvaise idée. Ouais. Et je suis spécialisé auprès des dirigeants d'entreprise et des professions libérales notamment. Au sein de Fiducia Assurance et Patrimoine. Régis, vous aviez une première question pour nos invités. Oui, c'est un petit peu une question rituelle envers les conseillers en gestion de patrimoine qui viennent sur le plateau, parce que d'une manière assez naturelle, les conseillers en gestion de patrimoine ne proposent peu d'ETF à leurs clients. Vous êtes sur le plateau de l'émission ETF. Quelle a été votre démarche pour vous intéresser à ces nouveaux supports financiers ? Premier point, je voulais trouver une solution qui soit gagnant-gagnante et pour le client et pour le conseiller. Le client qui va avoir un investissement à moindre frais, puisqu'ils sont bien sûr à moindre frais par rapport aux OPCVM. Donc, plus efficient sur le long terme en termes de performance, mais aussi plus de visibilité parce qu'il est plus simple d'appréhender un ETF CAC 40 ou Nasdaq qu'un fonds action France. Non. Tout à fait. On sait tous de qui on parle. Et du côté conseiller, et c'est là où on a du mal à percevoir l'avantage pour nous, puisqu'en fait, il faut le dire, on perçoit moins de commissions, c'est le fait de gagner du temps. Parce que c'est beaucoup plus simple de bâtir l'allocation d'actifs et de la gérer en ETF que via des OPCVM. Donc ça permet d'élargir sa gamme de conseils de ses clients et d'améliorer son efficience. Et le temps, c'est de l'argent. Exactement. Frédéric ? Alors moi je rejoins parfaitement Anthony sur la notion de frais, la notion de gain de temps. J'ajouterais aussi, ce qui n'est pas négligeable, la meilleure lisibilité pour le client. Puisque en fait on est souvent sur des ETF qui vont répliquer les indices, donc il y a une lisibilité qui est plus facile à expliquer par rapport à des comptes rendus de gestion ou des rapports de gestion. Maintenant moi ce qui m'a personnellement amené vers les ETF, c'est, et ça n'a échappé je pense à personne, la faible rémunération aujourd'hui de l'argent et des placements dits sans risque ou à risque moyen, et avec un niveau de taux d'intérêt très faible et très bas, les clients qui sont averses au risque, avec les frais compilés parfois à tort ou à raison, peu importe, mais sur différentes enveloppes, faisait qu'il y avait une grosse inertie sur la performance des portefeuilles, qu'ils soient détenus en PEA ou en assurance vie ou peu importe l'enveloppe. Donc l'ETF permet en fait de délivrer une meilleure performance financière pour les clients et ça prend un sens tout à fait pertinent, je pense, dans le contexte actuel. D'accord, ça veut dire qu'on peut avoir les services d'un conseiller en gestion de patrimoine et investir de manière optimisée en quelque sorte? Oui, en fait, il ne faut pas oublier, même si Anthony l'a bien dit, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un sujet qui n'est pas encore, que la profession ne s'est pas encore emparée, c'est tout simplement parce qu'en fait on aurait moins de commissions ou de rétrocessions. Donc c'est évidemment pour ça que ça n'a pas été mis en avant. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'en qualité de conseil, l'intérêt que les clients ont à nous consulter, c'est pour faire en sorte qu'ils gagnent de l'argent. Il faut juste rappeler la base. Donc le fil directeur de cette émission, c'est le PEA et l'intérêt de mettre des ETF dans son PEA. Frédéric, on vous garde pour justement nous dire ce qu'évoque le PEA pour vous. Alors le PEA, c'est un plan d'épargne en action, comme son nom l'indique, et c'est en fait un plan qui va servir
à investir dans des fonds actions qui sont au moins composés de 75% d'actions cotées européennes. On peut mettre aussi du non coté, mais je ne vais pas m'attarder sur ce sujet. Et le PEA est un outil, est une enveloppe de détention qui permet une défiscalisation au bout de 5 ans. Donc ces 5 ans, ça passe très vite et vous êtes entièrement défiscalisé sur la plus-value au terme de 5 ans. On n'échappe pas aux prélèvements sociaux. J'allais dire oui, la CSG bien sûr. La CSG, prélèvements sociaux, CSG, CRDS, 17,20 aujourd'hui. Pour les anciens PEA, on a encore les taux historiques, donc il y a quelques opportunités à saisir pour ceux qui détiennent des PEA. Maintenant, en tout cas, ceux qui ouvrent un PEA aujourd'hui, les prélèvements sociaux c'est 17,20, mais la plus-value, au terme de 5 ans de détention, la plus-value elle est intégralement exonérée et il n'y a pas de plafond pour la plus-value. Donc ça reste aujourd'hui un outil en termes d'enveloppe extrêmement intéressant, en termes de fiscalité. Et si on intègre des ETF, on peut avoir, au terme de ces 5 années, bien évidemment on peut le garder plus longtemps, on peut avoir des résultats qui sont assez significatifs. Anthony voudrait qu'avec la flat tax sur l'assurance vie, le PEA va retrouver un peu la faveur des investisseurs. On l'avait un petit peu délaissé. Alors, je ne suis pas trop d'accord avec Frédéric. Je pense que le PEA ne retrouvera pas ses couleurs par rapport à l'assurance vie. La flat tax, du coup, c'est un partage entre 12,8 d'impôt sur le revenu et 17,2 de prélèvements sociaux. 30% au total. 30% au total. Donc le PEA, on va retrouver maintenant, d'ici 5 ans, des prélèvements sociaux aussi qui vont être ceux au moment de la sortie. Donc 17,2 plus ceux-ci, ça évolue. Donc pour l'instant, il n'y a que 12,8 de différence de fiscalité. C'est le premier point. Et en cas de désavantage, c'est beaucoup plus difficile d'investir son épargne en PEA qu'en assurance vie parce que vous devez faire à chaque versement, ça rentre sur votre compte espèce, vous devez faire des ordres d'achat, des ordres de vente. C'est beaucoup moins simple à appréhender qu'une assurance vie. Les frais qui sont moins dans le PEA, qui sont un avantage, peuvent aussi ne pas être si intéressants que ça parce qu'il y a souvent des frais cachés dans le PEA, les frais de courtage, les droits de garde. Et in fine, je trouve que si on n'est pas un gros client ou un client averti, il n'y a pas d'énormes avantages à aller sur le PEA et l'assurance vie gardera énormément d'avantages. Régis, une question pour nos invités. Je voulais un peu avoir l'avis. C'est intéressant de voir effectivement, parce qu'on avait plutôt dans l'idée que le PEA pouvait, justement, du fait de cette fiscalité plus avantageuse, retrouver des couleurs après avoir été délaissé pendant de nombreuses années. Eh bien non, d'où le débat. D'où le débat. Et ce débat, est-ce que Frédéric le partage ? Oui, effectivement. C'est vrai que maintenant, avec la flat tax, on est maintenant sur une tranche, sur un impôt à 12,80 et des prélèvements sociaux à 17,20, donc ça peut effectivement avoir tout l'intérêt de détenir des titres en direct via le compte titre. J'ajouterais simplement que le PEA pour les actions détenues en direct ou via des ETF, et je pense surtout aux actions détenues en direct, s'il y a un détachement de dividendes, l'opération s'effectue sans prélèvement fiscal ni prélèvements sociaux. Donc si on veut obtenir du rendement, ça peut être intéressant d'avoir un rendement défiscalisé par rapport au compte titre. Après, par rapport à l'enveloppe de l'assurance vie, je rejoins Anthony en ce sens que l'enveloppe assurance vie va permettre de détenir un univers de support plus vaste que le PEA. Pour la bonne et simple raison que dans une assurance vie, on peut intégrer beaucoup plus de classes d'actifs que le PEA, puisque le PEA, c'est que de l'action. Maintenant, il n'est pas impossible de faire cohabiter les deux enveloppes entre elles. Assurance vie avec un portefeuille, avec une allocation plus large sur plusieurs actifs, et une poche PEA qui permet d'échapper aux 12,80. Et deux remarques. Pas inintéressante, au terme de 8 ans au terme d'une détention de 8 ans pour un PEA, on peut sortir en rente entièrement défiscalisée sur l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est quand même pas trop, il n'y a pas d'équivalent. Et le deuxième point, c'est qu'on peut aussi ouvrir un contrat de capitalisation auprès d'un assureur avec une option PEA, et on va retrouver en fait tout un système de gestion automatisé qui peut effectivement éviter ce souci de gestion qu'évoquait Anthony par rapport au PEA bancaire.
Anthony, ce serait dommage de s'en priver quand même du PEA, parce qu'il y a deux enveloppes fiscales, deux grands classiques qui restent encore aux épargnants, l'assurance vie et le PEA. Alors moi j'utilise le PEA notamment avec des ETF, mais pour des portefeuilles qui permettent d'avoir une gestion sur mesure et personnalisée. Un PEA avec peu d'encours, un petit portefeuille, sera difficile à gérer de façon efficiente du fait de ces lourdeurs de gestion, de ces frais qui peuvent être pas simples à appréhender. Donc je pense que l'assurance vie restera majoritairement pour les petits, moyens et gros portefeuilles, et le PEA restera pour les clients avertis et les gros portefeuilles. En tout cas, c'est comme ça que moi je le gère dans mon cabinet pour avoir une gestion efficiente. Frédéric, un petit mot de conclusion. Oui, en fait, il ne faut pas non plus oublier et de rappeler que les règles en cas de décès, puisque ce sont des choses qui peuvent malheureusement arriver et qui vont nous arriver à tous un jour ou l'autre. Voilà. Comme disait Churchill, la seule chose qui est sûre, c'est qu'on va payer des impôts et qu'on va tous décéder. En cas de décès, le PEA est considéré comme une enveloppe et un actif traditionnel, alors que l'assurance vie conserve son avantage dérogatoire par rapport au fait que le capital peut être entièrement transmis sans droit. Donc ça, c'était quand même aussi un point à évoquer, puisque le PEA, c'est un actif traditionnel, l'assurance vie, on est encore sur un régime dérogatoire. Mais le plus important, je pense, c'est de bien combiner les enveloppes entre elles et de bien structurer le patrimoine financier de nos clients. Voilà, c'est une question de dosage entre les deux. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce grand débat. Frédéric Apollonio, fondateur de Fiducia Assurance et Patrimoine, et Anthony Kelsey, fondateur de Kelsey Patrimoine. Régis, vous restez avec nous? Je suis pas loin. Pour la dernière séquence de cette émission ETF, les conseils de J'investis moins cher.